Bonjour Laurence Cialhomme. Bonjour. Vous êtes professeur en économie à Paris 10 Nanterre et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter une tendance grandissante, c'est le shadow banking ou finance de l'ombre, qui est en progression constante, si bien que ce sujet du shadow banking est figuré en tête des sujets prioritaires du dernier G20 en novembre 2014 à Brisbane. Alors première question pour bien comprendre, quelle est la définition que vous pourriez donner à cette notion finalement assez complexe qu'est le shadow banking ? Oui, effectivement, c'est très complexe. Alors, la définition que donne le Financial Stability Board, c'est que c'est un système d'intermédiation de crédit qui implique des activités et des entités qui ne sont pas des banques. Donc, ça veut dire que c'est un système de financement parallèle au financement bancaire. Les entités qui sont concernées sont tout ce qui concerne les véhicules de titrisation, les fonds monétaires, les hedge funds, voilà, ce type d'acteurs. Et les activités de financement du shadow banking, c'est par exemple les activités repo, les prêts de titres, voilà, c'est ce genre de choses. Donc en fait, la différence entre ce financement et le financement bancaire, c'est qu'une banque, sous un même toit, collecte des dépôts, donc collecte des financements, des ressources à court terme, liquides, et fait de la transformation d'échéances et de risques en prêtant à plus long terme. Le shadow banking fait le même type d'opération, c'est la même nature économique, mais le fait à travers une chaîne d'intermédiation qui implique une multiplicité d'acteurs. C'est un peu comme la division du travail, si vous voulez, au niveau de la finance. Et donc, effectivement, ça veut dire que c'est très protéiforme. Le shadow banking ne prend pas les mêmes formes dans tous les pays. Pour autant, le problème évident, c'est que c'est soumis aux mêmes risques que les banques. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée de l'ampleur du phénomène et quelles zones sont plus particulièrement concernées dans le monde ? Alors, les derniers chiffres, à ma connaissance, sont 75 500 000 milliards de dollars pour l'ensemble des actifs gérés par le shadow banking, avec environ 23 000 milliards aux États-Unis, environ 22 000 milliards dans la zone euro. Au Royaume-Uni, environ 9 000 milliards. Ce qui veut dire que si vous prenez l'Europe dans son ensemble, c'est plus que les États-Unis. Plus que les États-Unis, oui, en Europe. En Chine, voilà, on a des chiffres, on sait que ça explose. On a des chiffres qui sont plus ou moins fiables. Mais on sait que c'est quelque chose de très important. On évalue à 30% par exemple de la dette des ménages, de la dette publique, etc., qui est directement liée au shadow banking. Donc c'est quelque chose d'énorme. Globalement, on parle de chiffres des dizaines de fois le PIB de la France, par exemple. Alors, le dernier chiffre que j'ai, moi, c'est 120% du PIB mondial. 120% du PIB mondial. Et 50% des actifs bancaires. Donc effectivement, c'est quelque chose de massif. Alors la grande question, c'est quels sont les risques portés par ce shadow banking ? Est-ce qu'il y a un risque de bulle finalement, qui pourrait exploser et déclencher une nouvelle crise financière? Alors, comme le nom l'indique, shadow banking, c'est banque de l'ombre. Et en fait, le problème, c'est que ça porte les mêmes risques que les banques, à savoir essentiellement le risque de liquidité. Donc, ce risque de liquidité dans les banques, il est couvert, c'est-à-dire les banques sont protégées contre les ruées bancaires, par exemple, par le fait que non seulement il y a une assurance dépôt, qui fait que vous et moi, on n'est pas nécessairement incités à aller retirer nos dépôts de la banque, même si on peut avoir quelques doutes sur sa solvabilité ou sur sa bonne gestion. Et en plus de ça, on sait très bien que les banques ont accès directement aux prêteurs en dernier ressort en cas de problème. Et la crise des subprimes, qui est devenue crise financière globale, nous a bien montré qu'on ne laisse faire faillite que les toutes petites banques. Les grosses banques, de toute manière, on les rend floues, on les aide, etc. Donc, si vous voulez, le risque de liquidité, il est maîtrisé, non pas maîtrisé, mais en tout cas, on s'en sent protégé quand il s'agit du secteur bancaire. Et il y a des réglementations sur la liquidité, il y a des réglementations sur le capital. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas pour le shadow banking. Alors, par exemple, je vous prends juste un exemple, les fonds monétaires. Les fonds monétaires, ce sont donc des fonds d'investissement qui sont essentiellement investis dans des titres de dette de court terme. C'est pour ça qu'on les appelle monétaires. Et ceux qui investissent dans ces fonds considèrent que les parts de ces fonds monétaires, c'est des quasi-dépôts. Donc, ils considèrent que c'est aussi sûr qu'un dépôt. Le problème étant que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'assurance dépôt. On a vu en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, une ruée d'un même type qu'une ruée bancaire sur les fonds monétaires américains, ce qui a contribué en fait à ce qui a incité le Fed plutôt à faire des opérations de prêt en dernier ressort
à l'égard de ces acteurs qui pourtant ne sont pas du tout régulés comme des banques. D'ailleurs, il y a une directive européenne en préparation pour la réglementation des fonds monétaires. Les fonds monétaires sont porteurs d'un autre risque, c'est qu'ils peuvent subitement couper les financements à certaines de leurs contreparties. C'est exactement ce qui s'est passé en 2011, au mois d'août 2011, quand les fonds monétaires américains, qui finançaient donc en dollars les banques européennes, ont eu subitement peur de l'exposition des banques européennes à la Grèce et ont coupé leur financement en dollars. Ce faisant, on a eu une très grave crise en Europe de liquidité en dollars, et notamment pour les banques françaises, qui ont dû ensuite se départir d'un certain nombre d'activités qui devaient être financées en dollars. Et alors, comment expliquer l'explosion du phénomène? Est-ce dû à la réglementation sur le système traditionnel? Alors, pas uniquement, c'est-à-dire que, alors, il y a plusieurs facteurs. Dès lors que vous avez une finance qui est libéralisée, ce type de finance, c'est-à-dire c'est une finance hybride entre banques et opérations proprement financières, se développe. Et j'en veux pour preuve que même si le terme shadow banking n'est apparu qu'en 2007, on le doit à un économiste qui s'appelle McCulley, en réalité, le même type de finance existait dans les années 20-30 et a conduit à la crise des années 30. Donc dès lors qu'on laisse la finance libéralisée, ce type de finance apparaît qui est une espèce d'hybridation entre ce qu'on appelle à proprement parler de la finance et des opérations bancaires. Donc il y a le fait qu'on a déréglementé, il y a le fait effectivement que les banques sont plus régulées maintenant et donc elles essayent d'externaliser une partie de leurs risques sur le shadow banking, mais la crise a bien montré qu'en fait ce qu'elles pensaient avoir sorti de leur bilan comme risque ou sorti de leur bilan comme risque ou comme actif leur revenait comme risque dès lors que la pénurie de liquidité affectait le shadow banking et par retour affectait également le secteur bancaire. D'ailleurs, fin 2014, vous appeliez dans une note que vous avez co-signée pour Terra Nova à plus de régulation pour ce shadow banking. Vous regrettiez que l'occasion de la mise en place de l'union bancaire au niveau européen ne se soit pas plus emparée de la question. Alors, quelles règles faudrait-il instaurer selon vous ? Alors, dès lors que l'on admet l'idée, enfin qui me semble difficilement contestable, que le shadow banking porte les mêmes risques que les banques et qui est vraiment un vecteur de risque systémique parce qu'en plus de ça, ça accroît considérablement l'interconnexion. Plus les chaînes d'intermédiation sont longues, plus vous accroissez l'interconnexion dans le système. Et on sait bien que le risque systémique n'est pas seulement lié à la taille des établissements, mais également à l'interconnexion. Donc, il semble que dès lors que l'on admet ça, voilà, il y a plusieurs voies. La première, c'est de dire on doit arrêter d'avoir une réglementation en silo, c'est-à-dire on réglemente les banques, on réglemente les assurances, on réglemente les hedge funds, etc. On a une finance qui est globalisée, qui est holiste, il faut avoir une réglementation du même type. Ce qui veut dire deux choses, soit, première option, on élargit l'éventail des institutions considérées comme systémiques, et toutes les institutions considérées comme systémiques sont régulées de la même manière du point de vue notamment de leur risque de liquidité. L'autre possibilité, c'est de réguler les activités. Et donc, à un même type d'activité, un même type de régulation, quelle que soit l'entité institutionnelle qui porte cette activité ou qui met en œuvre cette activité. Donc c'est ce qu'on proposait dans cette note, et donc ça prend la forme de quoi? Par exemple, renchérir les opérations de prêt sur titre pour tous les acteurs qui ont recours à ce type de financement. Ça peut vouloir dire également que la capitalisation que l'on impose aux entités systémiques, quelles qu'elles soient, soit directement dépendante de leur structure de financement, c'est-à-dire quand elles sont très très dépendantes des financements sur les marchés de gros, des financements sur les repos notamment, eh bien que l'on renchérisse ce type de financement et qu'on demande de mettre plus de capital devant, parce que ce que la crise a montré de manière incontestable, c'est qu'on ne peut plus considérer le risque de liquidité comme séparé du risque de capitalisation, de solvabilité, et que les crises de solvabilité viennent des crises de liquidité. Et ça, que ce soit dans les banques ou dans le shadow banking. Eh bien, Laurence Cialhomme, merci pour cet éclairage sur ce phénomène finalement assez difficile à appréhender qu'est le shadow banking. Merci en tout cas d'être venu nous expliquer pourquoi c'était important de garder un œil sur cette tendance et voir son évolution dans les prochaines années. Plus d'un œil. Plus d'un œil. Merci. Merci de m'avoir invité.